Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un livre qui a vraiment fait parler de lui, la méthode Mystery. Oui, un véritable phénomène. On a le texte sous les yeux et ça se présente vraiment comme un manuel, un plan de jeu éprouvé pour tout ce qui est interaction sociale, amoureuse. L'idée, c'est de décortiquer la philosophie derrière. Et pour comprendre la méthode, il faut comprendre l'homme. Mystery, à la base, c'est un magicien. Et il se décrivait lui-même comme étant maladivement timide. Ah oui, c'est vrai? Et toute sa méthode vient de là. Il aborde les interactions humaines comme un tour de magie. Il y a une préparation, des routines. Une structure, un final exactement. Il a voulu résoudre ce qu'il appelle le plus grand mystère de l'univers, les femmes, mais pas avec de la poésie, avec un système, en s'appuyant sur la psychologie comportementale évolutive. C'est ça qui est assez fou. Transformer un truc aussi imprévisible que la séduction en une suite d'étapes logiques. Notre discussion va suivre cette logique d'ailleurs. D'accord. On va commencer par les fondations, le cadre philosophique, ensuite on verra le modèle qui structure tout, et on finira par la boîte à outils, les techniques les plus connues. Ça me semble parfait. Alors, commençons par la base de tout, la philosophie. Le livre, il pose d'emblée un postulat assez brutal. Le but ultime de la vie, c'est la survie. Et juste avant, la reproduction. Oui, l'humain est vu comme une simple machine biologique, les deux moteurs c'est vivre et aimer. C'est direct, c'est pas très romantique. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est même volontairement anti-romantique. Et ça nous amène à son concept de valeur SR. SR pour survie et reproduction. D'accord. Selon lui, toutes nos émotions, la solitude, l'anxiété, ce sont juste des signaux, des notifications de notre cerveau qui nous dit « Attention, ton statut SR est en danger, agis ». Donc, la solitude, c'est une alerte pour nous pousser à chercher des gens. Qui ont une haute valeur SR, oui, pour augmenter nos propres chances. C'est une vision très mécaniste, ancrée dans un darwinisme pur et dur. Pour lui, l'alchimie, tout ça, c'est juste un habillage culturel pour des pulsions biologiques. Donc, si je suis la logique, toutes nos angoisses sociales modernes, c'est juste un bug de notre système d'exploitation préhistorique, en gros. C'est exactement ça. C'est un point central du bouquin. Il martèle que notre machine biologique est un modèle complètement dépassé. On serait en fait câblé pour vivre en petite tribu de chasseurs-cueilleurs. Pas dans des métropoles de 10 millions d'habitants. Voilà. Et ce décalage, c'est la source de ce qu'il nomme l'anxiété d'approche. Cette peur panique, avant de parler à une inconnue, ce serait un vestige. Un vestige de quoi, précisément? En quoi c'était utile, cette peur, à l'époque? Mais dans une petite tribu où tout le monde se connaît, l'enjeu social était maximal. Un rejet public, c'était pas juste embarrassant. L'info circulait, votre réputation était ruinée. Et ça pouvait signifier plus aucune chance de se reproduire dans le groupe. C'est ça. Le risque était existentiel. Aujourd'hui, se faire rejeter dans un bar, objectivement, ça n'a aucune conséquence. Mais le circuit neuronal de la peur, lui, il n'a pas été mis à jour. Il réagit comme si notre survie génétique était en jeu. Je vois. C'est une explication assez puissante. Et le livre, il étend cette idée de survie à 3 grands domaines de vie, n'est-ce pas? Oui, les 3 piliers, santé, richesse et amour. Et ils sont interdépendants. Une bonne santé donne l'énergie pour le reste, la richesse offre la sécurité, et l'amour, les relations saines, ça nourrit le mental. Et si on en néglige un, ça crée une spirale négative. Exactement. Ça tire les 2 autres vers le bas. Le but, c'est d'atteindre un équilibre où les 3 s'alimentent positivement. C'est la condition pour pouvoir jouer efficacement, selon ces termes. Cette philosophie est vraiment la clé de tout. Si on accepte ça, la question qui suit, c'est comment on pirate ce système? Comment il transforme cette théorie en plan d'action? Il le transforme en un algorithme. Le cœur de la méthode, c'est le modèle M3. C'est un acronyme. A pour attraction, C pour confort et S pour séduction. Et l'ordre est crucial, j'imagine. Il est dogmatique là-dessus. Toute tentative d'inverser l'ordre ou de sauter une étape, c'est l'échec garanti. D'accord, alors décomposons ça. La première étape, A, l'attraction. Si je comprends bien, l'idée, c'est surtout pas d'arriver en disant tu me plais ». C'est même tout le contraire. La phase A, son seul objectif, c'est de démontrer une haute valeur, ce qu'il appelle DHV, pour démonstration de higher value. Il ne faut pas être un demandeur. Jamais. Il faut être perçu comme un prix à gagner. Le but, c'est de piquer la curiosité, se montrer comme quelqu'un de désirable, un leader, un type drôle, passionnant, quelqu'un qui n'a pas besoin de l'approbation de l'autre.
L'attraction comme une démonstration, pas une négociation. C'est tout à fait ça. Et une fois que cette étincelle est là, on passe au confort, la phase C. Et là, le ton change complètement, j'imagine. Radicalement. Une fois que la personne est attirée, il faut construire un pont, une connexion. Le confort, c'est la phase où on baisse la garde. On passe du showman au confident. On partage des choses plus personnelles, des vulnérabilités peut-être. Voilà. On crée de la confiance, un sentiment de sécurité. C'est beaucoup plus calme, plus intime. D'ailleurs, le livre donne un chiffre assez précis, presque bizarre. Ah oui, j'ai vu ça. Il parle de 7 heures. 7 heures d'interaction pour établir un confort suffisant. Ça paraît incroyablement spécifique. Ça l'est, et c'est typique de son approche d'ingénieur. Ce n'est sûrement pas une science exacte, mais ça sert d'encre psychologique. Ça force à comprendre que le confort, ça ne s'installe pas en 10 minutes. Ça demande du temps. De l'investissement, plusieurs rencontres. Ça empêche de vouloir brûler les étapes. Et seulement après ces deux phases, attraction et confort, on arrive à la dernière lettre S. C pour séduction. Uniquement à ce moment-là. La séduction physique est vue comme la conclusion logique et naturelle. Si l'attraction est forte et le confort bien établi, l'étape est censée couler de source. Ce qui est intéressant, ce n'est pas tant les étapes en elles-mêmes, mais l'analyse des erreurs. Il parle du séducteur qui se grille tout de suite. Oui, l'erreur classique du dragueur lourd, c'est de commencer par S. Il arrive avec une intention sexuelle transparente, des compliments appuyés sur le physique. Et là, c'est le bouclier de protection qui s'active. Immédiatement, la personne se ferme, devient méfiante, et c'est terminé. Et à l'opposé, il y a l'autre erreur, peut-être encore plus commune, celle du gentil garçon, le fameux nice guy. L'erreur du nice guy, c'est de commencer par C, le confort. Il est à l'écoute, il rend service, il est adorable, en espérant secrètement que ça se transforme en amour. Sauf qu'il n'a jamais créé d'attraction avant. Exactement. Il n'est pas perçu comme un partenaire potentiel. Et il se retrouve piégé dans ce que le livre a popularisé, la friendship zone, la zone d'amitié. Et une fois qu'on est catalogué ami, c'est très difficile d'en sortir, selon la méthode. Extrêmement difficile. Donc, pour résumer la logique, d'abord désirable, A, ensuite fiable, C, et seulement à la fin, intime, S. C'est clair. Mais comment on génère cette fameuse attraction? Quels sont les outils concrets du livre? Alors là, on entre dans la partie la plus visible et parfois la plus controversée. Le premier outil est purement visuel. La théorie du paon, ou Peacock Theory. L'idée, c'est de porter un truc qui sort de l'ordinaire pour attirer l'attention. C'est ça. Un accessoire, un vêtement qui force les gens à réagir. L'exemple du livre est quand même mémorable. Un haut de forme et un boa en plume. Sérieusement. On est à la limite du déguisement. Comment ça peut ne pas être ridicule? C'est toute la subtilité. Le but, c'est pas juste d'être bizarre. C'est de démontrer une congruence, une confiance à toute épreuve. Si tu portes ça en ayant l'air mal à l'aise, oui, c'est ridicule. D'accord. Mais si tu le portes avec une assurance totale, comme si c'était normal et que tu gères les regards avec humour, le message est puissant. Il dit « Je suis tellement confiant que je n'ai pas peur du jugement social ». C'est une démonstration de haute valeur instantanée. Voilà, la personnalité doit être plus forte que l'accessoire. Ok. Alors là, on aborde sans doute le concept le plus sulfureux de tout le bouquin, le neg. Rien que le nom, ça sonne un peu manipulateur, non? C'est probablement le concept le plus mal compris. Le livre le définit comme une déclaration qui te disqualifie brièvement comme prétendant. Attention, ce n'est pas une insulte. Quelle est la différence? Une insulte attaque la valeur de la personne. Le neg est plus subtil. C'est un compliment ambigu, une pique légère. L'exemple classique du livre, c'est « Tes ongles sont magnifiques, ce sont des vrais ?» Ah oui, Le début est un compliment, la fin instille un doute. exactement. Et l'objectif, c'est quoi? Ça semble contre-intuitif, de vouloir rabaisser légèrement quelqu'un. L'objectif, c'est de faire un pattern interrupt, une rupture de schéma. Selon la théorie, une femme très belle est habituée à un seul type d'approche, des hommes qui la mettent sur un piédestal. Elle a donc un script de réponse tout prêt. Voilà. Le neg court-circuite ce script. En ne la complimentant pas de manière évidente, tu brises ses attentes. Elle se demande « Attends, pourquoi il ne me drague pas comme les autres ?» Et cette seconde de curiosité, c'est ta fenêtre d'opportunité pour montrer ta personnalité. C'est une technique de contournement psychologique.
En somme, le livre est rempli d'autres petites règles, comme la règle des 3 secondes. Oui, celle-ci est très pragmatique. Elle dit d'aborder un groupe dans les 3 secondes après l'avoir repéré. Pour ne pas trop réfléchir et laisser l'anxiété monter. C'est ça. C'est l'action avant la réflexion paralysante. Et du point de vue des autres, ça paraît spontané et naturel. Et quand on y va, il y a aussi une stratégie pour commencer la conversation, surtout en groupe. Les ouvreurs indirects. C'est fondamental dans la méthode. Aborder directement la cible dans un groupe, c'est une erreur. Ça met la pression, ça ignore ses amis. L'ouvreur indirect, c'est d'engager tout le groupe sur un sujet neutre. Comme le fameux « Vous avez vu la bagarre entre 2 filles dehors ?» Peu importe si c'est vrai ou non. Le but est de créer une mini-discussion, de se faire accepter par l'ensemble. Ce n'est qu'après qu'on peut, petit à petit, s'orienter vers la personne qui nous intéressait. Toutes ces techniques, ces histoires, ça ne s'improvise pas. C'est là qu'intervient le concept de matériel en conserve. Absolument. Le canned material, ce sont des routines, des blagues, des anecdotes qu'on a préparées, écrites et surtout répétées. Ça peut sembler totalement inauthentique, non? Ça peut. Mais le livre utilise une analogie parlante, celle du comédien de stand-up. Un humoriste ne monte pas sur scène en espérant que l'inspiration lui tombe dessus. Il a bossé chaque mot, chaque silence. D'accord, je vois. Pour le débutant, c'est pareil. Avoir du matériel préparé lui permet de se libérer du stress de devoir improviser le contenu et de se concentrer sur l'essentiel, sa posture, son regard, son ton de voix. C'est une roue d'entraînement. Ce qui ressort de tout ça, au fond, c'est que la méthode, c'est moins une quête de confiance en soi qu'une acquisition de compétences techniques. C'est exactement le point. Le livre le dit noir sur blanc. La confiance n'est pas le but, la compétence l'est. La confiance est vue comme un simple sous-produit de la compétence. L'idée, c'est qu'en pratiquant encore et encore, on finit par développer une compréhension intuitive de la dynamique sociale. C'est ce qu'il nomme la calibration. La capacité à lire une situation en temps réel et à s'adapter. De manière fluide, efficace, presque inconsciemment. Et là, le matériel en conserve devient inutile, parce que la compétence est devenue une seconde nature. On passerait de l'application rigide de règles à une forme d'art en quelque sorte. C'est un changement de paradigme complet. On ne cherche pas à se sentir confiant pour agir, on cherche à agir de manière compétente jusqu'à ce que la confiance arrive. C'est l'idée. Et ça nous amène à une dernière réflexion, une question à laisser en suspens. Si les interactions humaines, si la séduction peuvent vraiment être décomposées en un système avec des règles, des tactiques, quelle place reste-t-il pour l'authenticité? Est-ce qu'on peut être à la fois un stratège et un être sincère? Ou est-ce que le simple fait d'utiliser une méthode ne corrompt pas la nature même de la rencontre? Et voilà, notre analyse s'achève ici. On espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été éclairante. Si c'est le cas, vous savez ce qui nous ferait vraiment plaisir. Laissez-moi deviner. Que celles et ceux qui nous écoutent n'oublient pas de mettre un petit pouce bleu pour nous encourager? Exactement. Et de s'abonner à la chaîne YouTube Les Codes Invisibles pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Ça nous aide énormément à continuer. Un immense merci pour votre écoute et à très bientôt.